Les forces mystérieuses qui influencent notre planète sont désormais visibles. Les satellites scrutent le globe et nous permettent de le découvrir avec une précision inédite. La Terre nous apparaît aujourd'hui comme un organisme vivant et dynamique. Mais comment ces forces invisibles sont-elles reliées entre elles? Et, au bout du compte, comment conditionnent-elles la vie? Voici notre monde vu de l'espace. À 500 km à l'ouest de l'Afrique, dans l'archipel du Cap-Vert, des pêcheurs s'activent. Plusieurs fois par semaine, les orages font remonter des profondeurs les substances nutritives qui attirent de gigantesques bancs de poissons. Les marins et leurs familles vivent de ces eaux abondantes. Le ciel se charge. Les pêcheurs doivent rapidement regagner la côte. C'est la période la plus chaude de l'année et un phénomène extraordinaire est en train de se produire. Ce n'est qu'une partie d'un vaste cycle qui affecte l'ensemble du globe. On ne peut le voir que depuis l'espace et grâce aux toutes dernières technologies. À 700 km d'altitude, le satellite Aqua enregistre une variation de la température de l'océan. Le scanner infrarouge d'Aqua détecte que l'eau a franchi le seuil des 26 degrés, une température critique. L'eau de mer réchauffée, ici en jaune, commence à s'évaporer rapidement. De grandes étendues de vapeur transfèrent la chaleur des océans issus du rayonnement solaire vers l'atmosphère. La capacité de l'eau à transporter l'énergie va bientôt avoir des conséquences dévastatrices sur les régions du sud des États-Unis. Aqua est l'un des 100 satellites qui transforment radicalement la compréhension de notre planète. À tout moment, il mesure, enregistre et transmet plusieurs téraoctets de données. Pour la première fois, ces informations permettent d'établir un portrait unique de la Terre en constante évolution. Notre planète est un gigantesque supersystème. Le satellite nous permet de suivre la vapeur d'eau et de comprendre l'interaction entre le Soleil, les océans et l'air. Ce que ces pêcheurs ne peuvent pas voir à l'œil nu, c'est que toutes les heures, 180 tonnes d'eau s'évaporent dans l'atmosphère. Avec elles,
l'eau emporte l'énergie équivalente à la production d'une petite centrale nucléaire. À 1 km au-dessus de l'eau, la vapeur se condense et libère sa chaleur. La température ambiante grimpe de plusieurs degrés. En se réchauffant, l'air continue de s'élever. Il engendre de puissants courants ascendants qui étirent les nuages sur une quinzaine de kilomètres en altitude. Tandis que l'orage se développe, l'effet de la rotation de la Terre oblige cette masse d'eau à tournoyer. Les cumulonimbus se regroupent pour former un anneau gigantesque. Un ouragan est né. Vu de l'espace, un ouragan ressemble à une vaste centrale électrique. Cette force de la nature génère autant d'énergie que l'ensemble des centrales électriques construites par l'homme. Observé depuis la Station spatiale internationale, l'ouragan traverse l'océan Atlantique jusqu'au golfe du Mexique. Les eaux plus chaudes de cette région alimentent alors cette spirale monstrueuse. Les hommes vont bientôt faire les frais de la puissance du soleil sur l'océan. L'ouragan libère sa fureur. Des vents de 200 km/h font plier l'acier. Les maisons sont réduites en miettes. Ce désastre témoigne de la capacité de l'eau à emmagasiner et à libérer de l'énergie. En moins de 12 heures, l'ouragan dévaste 1500 km². En Louisiane, des centaines de milliers de personnes sont sinistrées. Paradoxalement, nous devons tous notre existence au processus qui a engendré cette catastrophe. Un ouragan limite l'excès de pression lorsque l'océan se réchauffe trop. Il aide le climat à s'équilibrer en redistribuant la chaleur autour de la planète. Dans ce cas précis, il a fait baisser la température d'une grande partie de l'Atlantique de plus de 4 degrés. L'océan a retrouvé son équilibre.
Mais un ouragan, même de catégorie 5, n'est qu'un des éléments d'un ensemble plus vaste. La nouvelle génération de satellites révèle à quel point les phénomènes naturels sont intimement liés à l'échelle planétaire. C'est ce lien mystérieux qui, au bout du compte, nous maintient en vie. Tandis que la Terre tourne sur son axe, de nombreux satellites enregistrent les températures, les niveaux de pression, les charges électriques et même la lente progression des continents. Ces nouveaux moyens d'observation nous dévoilent plusieurs données fondamentales. Ils permettent notamment de comprendre pourquoi certaines régions sont fertiles, quand d'autres ne le sont pas. Nous sommes au mois de juin. L'humanité vaque à ses occupations quotidiennes. À New York, la population profite d'une température de 25 degrés. Un léger vent d'est souffle et la ville se prélasse au soleil. À 11 000 km de là, dans la ville indienne de New Delhi, les chauffeurs de taxi affrontent une pluie torrentielle. Le déluge s'abat si violemment que les rues sont inondées en quelques minutes. Au même moment, vu de l'espace, un feu de forêt ravage le nord de l'Australie. Et sous ces nuages, des grêlons martèlent la ville de Shanghai. Avant que la Terre ne soit visible depuis l'espace, tous ces événements semblaient sans rapport. Mais notre planète est un vaste organisme vivant dont tous les éléments sont liés. En confrontant les données de 5 satellites, on parvient à comprendre une partie du système, celle qui concerne notre atmosphère, cette enveloppe en perpétuel changement qui entoure la Terre. Grâce à cette animation, on distingue comment l'atmosphère transporte l'humidité à l'échelle du globe. Dans cette séquence accélérée, 2 secondes correspondent à une journée. Longtemps, la vapeur d'eau est restée invisible pour l'homme. Mais désormais, nous pouvons la détecter. Le monde entier apparaît sur une seule et même image. Les données satellites nous donnent une autre perspective de notre planète. Un seul processus détermine les conditions climatiques de l'ensemble du globe. Les régions équatoriales reçoivent la plus grande partie de l'énergie du soleil et produisent l'essentiel de la vapeur d'eau. Un gigantesque ruban circule autour du globe. Les systèmes de vapeur d'eau voyagent toujours dans le même sens, vers l'extérieur, en direction des pôles, sous l'effet des vents dominants et de la rotation de la Terre. Dans l'hémisphère nord, ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. D'immenses tourbillons de vapeur s'étendent sur plus de 3000 km. Dans l'hémisphère sud, ils tournent dans le sens inverse.
Lorsque ces vents gorgés de vapeur d'eau se déplacent, ils engendrent des conditions spécifiques à chaque zone du globe. C'est le cas dans l'ouest de l'Inde à la fin du mois de juillet. La chaîne montagneuse des Ghats pousse l'air chaud et humide en altitude. D'énormes nuages bourgeonnent. C'est ainsi qu'apparaît la mousson. L'eau tombe du ciel en abondance et transforme les sols desséchés en plaines fertiles. En Chine, la mousson irrigue les innombrables rizières. Ce processus permet de nourrir jusqu'à 3,5 milliards de personnes, la moitié de la population mondiale. En revanche, de l'autre côté du globe, les vents dominants doivent traverser la cordillère des Andes avant d'atteindre le centre du Chili. L'altitude assèche l'humidité de l'air, créant ainsi l'une des zones les plus arides du monde, le désert d'Atacama. Certaines parties de cette région n'ont jamais enregistré la moindre précipitation. La vapeur est l'une des forces essentielles à la vie, mais ce n'est qu'une des composantes d'un mécanisme bien plus complexe. Pour observer un autre élément de ce mécanisme, il faut regarder la Terre sous un autre angle, sous les océans. Là où sévit une tornade de la taille d'un continent. Ce sont les 60e mugissants, les mers les plus redoutables du globe. Les tempêtes et les vents dominants agitent les flots sans relâche, déplaçant 130 millions de tonnes d'eau à la seconde. Ce processus est alimenté par la circulation de la chaleur de l'équateur vers les pôles. Mais ces mers hostiles abritent un secret qui a des conséquences sur la quasi-totalité du globe. Pour le découvrir, il faut voyager encore plus au sud, jusqu'au pôle.
Avec ses quelques 14 millions de kilomètres carrés, la superficie de l'Antarctique est équivalente à 1,5 fois celle des États-Unis. Le continent est plongé dans l'obscurité près de 6 mois par an. En hiver, la température peut descendre jusqu'à moins 80 degrés. Ce continent inhospitalier demeure la dernière étendue sauvage de la planète. Mais il abrite quelques habitants, des scientifiques qui tentent de percer les derniers secrets du Grand Sud. En s'appuyant sur les données des satellites, ces spécialistes cherchent à déterminer le rôle de ce continent de glace à l'échelle planétaire. Ils ont découvert que le froid qui y règne est le fait d'un concours de circonstances unique. Mais surtout, cette température glaciale joue un rôle vital dans le maintien de la vie sur l'ensemble de la Terre, jusque dans les jungles luxuriantes à des milliers de kilomètres. Ces images proviennent de données enregistrées par 17 satellites au-dessus de l'Antarctique. Elles révèlent l'existence d'un gigantesque système météorologique qui tournoie inlassablement autour du continent. Cette vaste spirale est entraînée par la rotation de la Terre. Lorsque l'air chaud et humide migre vers le sud, il est pris dans un tourbillon pour former un énorme courant marin, le jet stream polaire. Le vent persistant pousse l'eau de mer vers le fond. L'océan austral est le seul à être défini comme une masse d'eau qui entoure un continent. Il est parcouru par un immense courant circulaire de 11 000 km de diamètre, le courant circumpolaire antarctique. C'est le courant océanique le plus constant et le plus puissant du globe. Les 60e mugissants tirent leur nom de la conjonction des effets de la vapeur d'eau, du vent, de l'eau de mer et de la forme de la Terre. Le jet stream polaire est si puissant qu'il maintient l'Antarctique isolé du reste du monde. Il empêche l'humidité et la chaleur d'atteindre l'intérieur de ce continent glacé, battu par des vents arides. D'ailleurs, le blizzard ne résulte pas des chutes de neige, mais des cristaux de glace au sol balayés par les vents. Cet air dense et froid, conséquence directe du jet stream polaire, maintient tout le continent dans une atmosphère glaciale. Quand vient l'hiver, ces conditions extrêmes déclenchent un processus indispensable au maintien de la vie qui se déroule sous la glace. Dans le secret des ténèbres, un phénomène extraordinaire qui a une incidence sur toute la planète. Ce processus n'est observable que lorsque l'hiver s'installe sur l'Antarctique. L'obscurité envahit le continent pour la plus longue nuit terrienne.
Il s'agit du vent katabatique, un vent gravitationnel produit par le poids d'une masse d'air froid dévalant les massifs de l'Antarctique. Les rafales de 150 km/h figent le paysage. Les manchots empereurs sont parmi les rares animaux à passer l'hiver sur le continent, mais ils survivent à peine sous ces conditions extrêmes. Dans une zone reculée du littoral que l'on appelle la mer de Weddell, des polynies se forment. De vastes étendues d'eau salée entourées de glace. Le vent katabatique fait chuter la température de l'eau en dessous de zéro. Un seuil critique est atteint lorsque la couche supérieure de l'océan devient inférieure à 1,5 degré. À ce stade, une autre propriété remarquable de l'eau de mer entre en jeu. L'océan commence à geler en surface. Des cristaux se forment à une échelle microscopique et s'agrègent. En gelant, l'eau de mer relâche son sel. L'eau résiduelle qui n'a pas gelé devient plus salée. Elle forme un flux, la saumure, qui descend vers le fond de la mer sous forme de stalactites. La saumure, plus dense que l'eau de mer, s'enfonce inexorablement. Cette eau plus salée emporte avec elle l'oxygène provenant de l'air de la surface vers les profondeurs. La formation de la glace s'accélère et s'intensifie. Bientôt, de grandes étendues apparaissent. Elles se durcissent pour former une masse compacte. Au bout d'une semaine, ce processus microscopique est devenu une entité visible depuis l'espace. Les derniers relevés des satellites et des capteurs sous-marins font apparaître une conséquence de cette transformation qui, bien qu'invisible, s'avère très ancienne. Chaque seconde, 1,5 million de mètres cubes d'une eau dense et salée glisse vers le fond de la mer sous la forme d'un courant vertical irrésistible. Là où l'eau atteint le plancher océanique, elle s'étend sur des centaines de kilomètres. Elle se déverse en cascade au-dessus du plateau continental. Une gigantesque chute d'eau sous-marine apparaît. Un torrent dont le débit est 500 millions de fois plus important que celui des chutes du Niagara.
Le flux de saumure froide, dense et oxygéné, s'enfonce lentement et silencieusement dans l'abysse. Il ne refera pas surface avant 1 millier d'années. Cette animation établie à partir de données satellites nous révèle la suite du processus. Elle montre comment le courant venu d'Antarctique fait remonter l'eau jusqu'à l'équateur. Un flux continu de liquide froid et salé migre en profondeur vers le nord. En circulant autour du globe, ces courants lents rafraîchissent tous les océans. Ce système très ancien ajuste la température moyenne de la mer au demi-degré près. Cette stabilité a permis à la vie de se développer en la protégeant des violentes variations climatiques. Lorsque l'eau des profondeurs regagne enfin la surface, elle commence une nouvelle vie en se mêlant à des courants plus chauds et plus rapides. Vus de l'espace, les océans apparaissent comme une entité infinie traversée le tourbillon. La température des courants de surface varie selon l'énergie solaire qu'ils reçoivent. À terme, c'est ce qui détermine la quantité de vapeur d'eau libérée dans l'air. Ce sont ces variations qui entraînent les changements saisonniers sur Terre et dans les océans. À l'automne, lorsque le Gulf Stream se refroidit, les érables de la Nouvelle-Angleterre rougissent avant de perdre leurs feuilles. Six mois plus tard, de l'autre côté du globe, un autre courant, le Kuroshio, se réchauffe et déclenche la floraison des cerisiers japonais. Des processus analogues se produisent aux quatre coins de la planète. Ils y déterminent les cycles des saisons et de la vie. Vu de l'espace, l'océan et l'atmosphère sont très liés. Ils forment un système constant et unifié par l'eau. La quantité d'eau présente dans l'air à tout moment équivaut à 12 000 milliards de tonnes. Chaque orage, chaque goutte de pluie appartient à ce vaste dispositif qui alimente en grande partie l'activité de notre planète. Mais ce mécanisme est plus complexe qu'il n'y paraît. Le flux de saumure froide provenant de l'Antarctique va bientôt subir une nouvelle transformation en étant confronté à l'un des systèmes les plus violents de la Terre. Lorsque l'eau et le feu se rencontrent, quelque chose de prodigieux survient. C'est ce processus qui est à l'origine de la quasi-totalité de la vie. À l'ouest des côtes péruviennes, les eaux s'agitent frénétiquement.
Des millions d'anchois et de sardines dévorent le plancton. Attirés par l'hébre de poissons, les prédateurs marins et les oiseaux convergent par millions chaque année dans ces eaux. La densité de la vie marine est ici l'une des plus fortes du globe, ce qui explique la présence des hommes. Mais ce lieu n'est pas qu'un territoire de chasse abondant. Il illustre la manière dont deux systèmes peuvent interagir pour entretenir la vie. Le premier est le cycle de l'eau. Le second provient des entrailles de la Terre constituées de matière en fusion. C'est là que naissent presque tous les éléments nécessaires à la fabrication de la vie. La Terre n'est pas une boule de roche dure, mais une sphère de fluide en fusion recouverte d'une croûte solide. Sa surface est comme l'enveloppe d'une goutte d'eau. Elle est instable par nature. Un séisme frappe la ville de Sendai avec une telle violence que certaines parties du Japon progressent de 2 mètres vers le continent américain. Dans le même temps, de l'autre côté du globe, un volcan entre en éruption. Il crache un gigantesque panache de cendres et de vapeur qui s'élève jusque dans la stratosphère. Les phénomènes d'une telle intensité sont causés par les courants de roches en fusion qui circulent en permanence sous la croûte terrestre. Ces flux sont alimentés par la désintégration radioactive du noyau de la Terre. Cette matière qui se répand en perçant l'écorce terrestre fournit les éléments essentiels à la vie. L'eau et le feu interagissent en plusieurs endroits du globe. Mais c'est au fond des océans que leur rencontre est la plus féconde. Dans l'océan Atlantique, par 2500 mètres de profondeur, il existe une chaîne de volcans sous-marins. Les éruptions déversent de la lave et des gaz brûlants. Elles ponctuent un voyage qui a duré 25 millions d'années en provenance du noyau de la Terre. C'est un environnement acide et toxique où les pressions sont des centaines de fois plus élevées qu'à la surface. C'est ici que la chimie élémentaire de la vie prend forme. Les gaz réagissent violemment avec l'eau de mer riche en oxygène provenant de l'Antarctique.
les minéraux brûlants issus des entrailles de la Terre se dissolvent. Ils réagissent avec l'oxygène pour donner des substances riches en nutriments. L'eau de mer, désormais saturée en minéraux, émerge alors à travers des cheminées hydrothermales. Ces concrétions semblent héberger des organismes vivants. Les bactéries sont les premières à les coloniser. Dans cet environnement si fertile, les micro-organismes prospèrent. À terme, des créatures plus complexes vont se nourrir de ces micro-organismes avant d'être engloutis à leur tour. L'abondance de nutriments est telle que le surplus est charrié par les courants océaniques à travers le globe et enfin jusqu'à la surface. D'autres courants érodent les continents et libèrent les minéraux contenus dans la roche. Dans les eaux poissonneuses au large du Pérou, les courants océaniques riches en nutriments remontent vers la surface aux abords du continent sud-américain. Dans ces eaux, le phytoplancton, un plancton végétal microscopique, se développe grâce à l'énergie solaire. Ces organismes monocellulaires prospèrent en fixant le gaz carbonique contenu dans les molécules d'air. Lorsque les eaux de surface sont exposées à une lumière suffisante, la prolifération exponentielle du plancton devient visible depuis l'espace. Au bout de 24 heures, les eaux côtières virent du bleu au vert sur une zone de 500 km². L'efflorescence de phytoplancton déclenche l'un des plus grands rassemblements d'animaux marins du globe. Les remontées de nutriments depuis les profondeurs occasionnent de nombreuses efflorescences de phytoplancton à travers le monde. Ce phénomène, représenté ici par de longs rubans verts, peut couvrir jusqu'à 20% des océans de la planète. Le plancton est la base de la chaîne alimentaire. Il contient les minéraux essentiels aux milliards de créatures vivantes qui peuplent les océans. Ces minéraux ont passé des millions d'années à circuler au cœur de notre planète et forment désormais les briques élémentaires de la vie marine. En l'espace de 24 heures, le plancton qui n'a pas été englouti s'enfonce à nouveau dans les abysses. Il emporte le carbone et les minéraux ingérés jusqu'au fond des océans. Il va rester là plusieurs milliers d'années et former une couche de sédiments organiques d'1 kilomètre d'épaisseur. Une grande partie de ce plancton émergera au cours de l'étape suivante du cycle. Elle fournira les substances chimiques essentielles à la continuité de la chaîne de la vie, mais cette fois sur la terre ferme. Ce processus
joue un rôle crucial dans la nourriture que nous mangeons, comme dans l'air que nous respirons. Il contribue même au maintien de notre principal réservoir de biodiversité, la forêt amazonienne. Mais pour voir ce processus à l'œuvre, il faut se rendre dans une région très aride. Le Sahara. Le désert du Sahara était autrefois recouvert d'une végétation luxuriante. Mais aujourd'hui encore, cette étendue desséchée joue un rôle essentiel dans le cycle de la vie sur la Terre. Nous sommes au mois de mai, au plus fort de la saison sèche. Les troupeaux de chameaux progressent à travers l'une des régions les plus exposées du Sahara. Une ancienne mer intérieure qui s'est asséchée il y a 5000 ans. La dépression de Baudélé. Le sol qu'il foule, la diatomée, est constitué de plancton fossilisé, la diatomite. C'est un sol riche en composés ferrugineux et phosphoreux, deux éléments indispensables à tous les organismes vivants. Plus incroyable encore, ces grains de sable vont, en l'espace de 6 jours, insuffler la vie dans une forêt tropicale située à des milliers de kilomètres. Il suffit qu'une seule de ces particules s'envole pour que le processus de renaissance commence. La diatomée reste en suspension dans les airs avant d'être transportée par les vents. Elle est bientôt suivie par d'autres particules microscopiques. Ces images de synthèse, réalisées à partir des données du satellite Météosat, révèlent la fréquence quotidienne des nuages de poussière. Ici, le nuage se forme au-dessus du désert. Les poussières se soulèvent chaque jour, à midi, avec une exactitude chronométrique. Le processus microscopique se transforme en une gigantesque tempête de poussière qui s'élève à une centaine de mètres et s'étend sur plusieurs kilomètres. Le nuage de plancton fossilisé balaie l'Afrique de l'Ouest. Au niveau des côtes occidentales, la poussière s'élève dans l'atmosphère et entame un long voyage au-dessus de l'océan Atlantique, poussé par les vents dominants.
Les satellites ont révélé que 54 000 tonnes de poussière sont transportées chaque jour vers l'Amazonie, à 8 000 km à l'ouest. C'est là, dans le ciel de la forêt tropicale, que le plancton fossilisé entame une nouvelle vie. Les minéraux qui constituent les grains de poussière se dissolvent pour former des gouttelettes qui retombent avec la pluie sur la forêt amazonienne. Les précipitations augmentent tout au long de la saison des pluies. 40 millions de tonnes de poussière africaine se déversent sur la forêt. Le plancton fossilisé s'infiltre dans le sol et dans les racines des arbres, revitalisant la forêt. Le processus de fertilisation de l'Amazonie par la poussière du Sahara est devenu visible grâce aux satellites. Les instruments scientifiques de l'engin spatial sont si sensibles qu'ils peuvent observer la migration des particules vers l'Amazonie. Mais ils permettent aussi de mesurer la croissance de la canopée depuis l'espace. On peut ainsi observer ce qui se passe à la fin de la saison des pluies, lorsque le soleil réapparaît. Pour la première fois depuis 6 mois, les rayons du soleil illuminent directement la forêt. Il s'ensuit une formidable poussée de la végétation. En moins de 10 jours, le nombre de feuilles est multiplié par 4. Une vague de verdure submerge le continent. La migration des poussières de Baudelaire vers l'Amazonie n'est qu'un des processus parmi les milliers d'autres, analogues, qui répartissent les minéraux essentiels à travers les différents écosystèmes du globe. Qu'ils soient issus des déserts, des montagnes ou des sédiments anciens, chaque processus participe à l'élaboration de la vie. Tous les sols de notre planète dépendent de ces processus. Les grandes plaines du nord de l'Amérique sont constituées de dépôts provenant des périodes glaciaires propices à la production de blé et de maïs. Au Bangladesh, le delta du Gange est riche en fer issu de l'érosion des massifs de l'Himalaya, un ingrédient essentiel à la culture du riz. D'autres minéraux sont transportés autour du globe par les vents, l'eau et la glace. Grâce à ce processus, la végétation a pu refaçonner notre planète. Les plantes sont bien plus qu'un simple produit des sols. Elles constituent une force puissante qui a transformé la Terre pendant des millions d'années. Elles ont modifié la composition de l'air et ont défini l'espèce humaine telle qu'elle est aujourd'hui, en façonnant de nombreux aspects de notre corps et de notre esprit. Voici un autre aperçu de la Terre vue de l'espace.
Cette animation générée par ordinateur montre les fluctuations quotidiennes de l'oxygène et du dioxyde de carbone, des gaz invisibles. Ces éléments vitaux ne sont pas le fruit d'un processus géologique. Ils proviennent de milliards de petites respirations au niveau du sol. Pour comprendre ce mécanisme, il faut retourner en Amazonie. Cette forêt tropicale a environ 55 millions d'années. C'est l'un des plus anciens systèmes vivants de la planète. Elle abrite une biodiversité qui concentre près de la moitié de la vie sur Terre. Une vaste étendue de verdure qui s'étend sur 5,5 millions de kilomètres carrés. Comme l'Antarctique ou le désert du Sahara, ce vieil écosystème joue un rôle vital dans les rythmes de notre planète. Dans ce cas précis, le processus débute dans de minuscules pores situés sous des milliards de feuilles. Pendant la journée, la feuille fixe le dioxyde de carbone présent dans l'air. Elle convertit le carbone en sucre et libère un gaz volatile, l'oxygène. Au cours de sa vie, un arbre en libère ainsi plusieurs millions de mètres cubes. Chaque jour, la forêt amazonienne fabrique 1/5 de l'oxygène de notre planète. Nous l'avons longtemps considéré comme le poumon de la Terre. Mais à présent, les satellites nous permettent de voir que les choses ne sont pas aussi simples. Grâce aux observations satellites, on a constaté qu'au cours de la nuit, la forêt amazonienne réabsorbait la plupart de l'oxygène produit durant la journée. Pour libérer un excédent d'oxygène, il faut donc une étape supplémentaire. Toutes les 24 heures, la forêt tropicale déverse 2 millions de tonnes de sédiments dans le fleuve Amazone. Les sédiments dérivent jusqu'au delta de l'Amazone, à 6000 km à l'est. Là, le plancton présent dans l'eau absorbe les sédiments. Grâce aux rayons du soleil et au dioxyde de carbone présent dans l'air, le plancton connaît une nouvelle croissance exponentielle. L'efflorescence accrue libère une telle quantité d'oxygène qu'elle est visible depuis l'espace. La moitié de l'oxygène de notre atmosphère provient de ces efflorescences de plancton. Ces créatures minuscules sont les véritables poumons de la Terre. Elles maintiennent l'équilibre de l'air et, à terme, permettent de passer à un autre maillon de la chaîne de la vie.
Une atmosphère riche en oxygène volatile est à l'origine de créatures plus complexes. Des créatures capables de se mouvoir rapidement grâce à leur queue, leurs ailes, leurs bras et leurs jambes. En réalité, l'équilibre gazeux dans l'air définit la taille de nos corps et détermine presque tout ce que nous sommes. L'oxygène semble cependant avoir un inconvénient. Il est si volatile qu'il peut déclencher des réactions violentes et incontrôlables. Le feu en est la plus meurtrière. Mais une fois encore, l'enfer des flammes n'est qu'une autre pièce de ce puzzle complexe qui constitue la Terre. Nous sommes au mois d'octobre, au Canada. Un gigantesque incendie ravage l'État du Yukon. En moins d'une semaine, les flammes vont dévaster 25 000 km² de forêt. Au même moment, en Sibérie, 4 000 hectares de forêt brûlent. Mais ce n'est là qu'un petit aperçu de l'influence du feu sur le globe. Ces milliers de petits points rouges représentent plus d'1 million de kilomètres carrés de forêt qui partent chaque jour en fumée. Le feu est un autre système remarquable de la Terre. Il joue un rôle essentiel dans le cycle de la vie. La forêt boréale du nord du Canada est un endroit idéal pour le voir en action. Cette vaste forêt d'épicéas entretient une relation particulière avec le feu. Ici, le froid est si intense que les arbres morts ou malades ne disparaissent jamais. Le bois renferme les ingrédients nécessaires au déclenchement d'une nouvelle vie. Mais si rien ne se produisait, il faudrait des siècles avant que ces arbres ne se décomposent. Le feu peut ramener ce processus à quelques heures. La plupart des feux de forêt d'origine naturelle sont déclenchés par la foudre. Les épicéas sont le combustible idéal. Ils s'embrasent et brûlent avec une telle facilité qu'une simple étincelle suffit à les enflammer. Voici comment l'oxygène porte son coup fatal. Lorsque l'air se réchauffe, l'oxygène se combine avec les atomes de carbone présents dans le bois des arbres. L'effet génère de la chaleur qui accélère le processus de combinaison et engendre encore davantage de chaleur. Les flammes s'intensifient. Pendant que l'incendie fait rage,
les plantes libèrent l'énergie solaire accumulée au fil de leur croissance. Le feu n'est rien d'autre. Lorsque nous regardons les flammes, nous observons en réalité la puissance du soleil se libérer de la matière vivante dans laquelle elle s'est accumulée au fil du temps. L'épinette est une espèce d'épicéa qui disperse ses graines dans le sol cendreux laissé par le passage des flammes. Depuis l'espace, on peut observer les effets liés au feu de forêt. Une poussée de verdure a lieu après chaque incendie. Les feux de forêt entretiennent l'équilibre d'un grand nombre d'habitats sur Terre. Sans eux, certains écosystèmes stagneraient au lieu de se régénérer. Les satellites révèlent comment le feu, les conditions climatiques, l'eau et la glace contribuent à entretenir le cycle de la vie. Ces éléments travaillent ensemble au sein d'un système complexe et très ancien. Mais les satellites n'en sont qu'au début de leur découverte. Ils peuvent explorer et analyser la manière dont notre planète réagit aux influences extérieures, et notamment à la plus puissante de toutes, celle du Soleil. La lumière du Soleil agit sur les vents et les conditions climatiques de notre planète. La plupart des précipitations du globe sont déclenchées par le rafraîchissement nocturne de l'air. L'espèce humaine est soumise au même rythme circadien, le rythme biologique d'une journée. Elle est conçue pour répondre à l'afflux d'énergie quotidien du Soleil. Les cellules de notre corps ont besoin de la lumière solaire pour fabriquer les vitamines indispensables à la peau. Les voies aériennes empruntées par les avions illustrent bien notre relation intime avec le Soleil. Les appareils volent vers l'ouest le matin pour prolonger leur durée de vol diurne, et vers l'est le soir pour réduire leur temps de vol de nuit. Mais, ironie du sort, l'élément qui menace le plus ce mécanisme fragile est aussi celui qui en est à l'origine. L'énergie émise par le Soleil. Un satellite enregistre son rayonnement ultraviolet. Des particules chargées, des protons, des électrons et des neutrons sont expulsés en permanence en même temps que de gigantesques rayonnements électromagnétiques. Mais il arrive aussi que le Soleil produise ce que l'on appelle une éjection de masse coronale. Cette animation générée par ordinateur montre un nuage de plasma de plusieurs millions de kilomètres de large qui se dirige vers la Terre. Si ces particules solaires heurtaient la surface du globe, elles nuiraient considérablement à toutes les formes de vie en provoquant des lésions mortelles de leur ADN. Heureusement, la Terre a un système de défense. Un champ magnétique invisible, la magnétosphère, entoure notre planète comme le montrent ces images.
Celles-ci ont été générées grâce aux données de 5 satellites qui mesurent les champs magnétiques fluctuants. Baptisé Thémis, ce réseau de magnétomètres fait apparaître le champ magnétique terrestre lors de son bombardement permanent par le Soleil. La forme du champ magnétique résulte de la force du rayonnement qui le percute. Une larme au contour indécis qui avoisine les 320 000 km de diamètre. Des vagues successives de particules solaires martèlent la magnétosphère, mais la plupart sont déviées. Lorsqu'une éjection de masse coronale se produit, les particules chargées soulèvent les couches externes de la magnétosphère. Les particules sont alors libres de s'infiltrer vers la planète. Le champ magnétique interne de la Terre dirige le rayonnement vers les pôles et déclenche l'un des plus beaux spectacles de la nature. Les aurores boréales et australes. Sur ces images, on peut observer la seconde ligne de défense de la Terre. Des rubans de plasma géants ruissellent vers le bas et encerclent les pôles. En heurtant la haute atmosphère à une vitesse extrême, ils excitent les molécules d'air. Le processus fait scintiller les molécules d'air. L'oxygène rayonne en rouge et en vert, l'azote en bleu. L'énergie qui menace toutes les formes de vie sur Terre est dissipée par la haute atmosphère. C'est ainsi que notre planète se protège du rayonnement mortel du Soleil depuis des millions d'années. Mais ce n'est là qu'une partie du dispositif dont dispose l'atmosphère pour protéger la vie. Plus près du sol, il existe des systèmes encore plus puissants, sans lesquels la vie n'existerait pas. Des forces qui, si elles n'étaient pas contrôlées, pourraient littéralement déchirer l'atmosphère. La nuit, vue depuis l'espace, la Terre est parcourue d'éclairs. Les astronautes de la Station spatiale internationale sont souvent surpris par la fréquence et l'intensité des orages électriques qui éclatent en contrebas. Pourquoi la Terre a-t-elle besoin de ces orages incessants? La réponse est claire lorsque l'on observe depuis l'espace. L'atmosphère terrestre cherche l'équilibre. Chaque jour, la combinaison de la lumière solaire et de la vapeur d'eau engendre 40 000 cumulonimbus. Les nuages développent d'énormes quantités de charges électriques. Toutes les 30 minutes, un cumulonimbus moyen génère une puissance de 100 MW. Une énergie suffisante pour alimenter une ville comme Paris pendant 1 minute.
Pour s'équilibrer, il doit transmettre l'énergie négative vers le sol sous la forme d'un éclair. Mais dans le même temps, il envoie une charge positive vers le ciel. Une colonne convective se crée dans chaque cumulonimbus. Cette force invisible se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, vers la dernière couche de l'atmosphère. Il s'agit de l'ionosphère, un voile fin, essentiellement constitué d'hydrogène et d'hélium. Pour la première fois, nous pouvons observer comment les charges électriques interagissent avec cette couche d'air. L'ionosphère se comporte comme un conducteur électrique. Elle distribue les charges autour du globe. Sans ce circuit électrique global, la vie pourrait ne pas exister. Tout se passe grâce à une formidable réaction chimique qui s'opère à l'intérieur des cumulonimbus lorsque les éclairs apparaissent. La charge électrique présente dans le nuage d'orage s'intensifie. Au-delà d'un certain seuil, l'apparition d'un très grand nombre d'ions permet la circulation d'un courant électrique. En l'espace d'un millième de seconde, un éclair jaillit. Il est à peine plus épais qu'un pouce, mais sa température est 5 fois plus élevée que celle de la surface du Soleil. Tandis qu'elle se consume dans l'atmosphère, cette décharge d'énergie casse les molécules d'azote présentes dans l'air. L'oxygène s'associe à l'azote pour créer le nitrate. Chaque jour, environ 14 000 tonnes de nitrate sont transportées par les vents autour du globe et tombent sur la Terre avec les pluies. Le nitrate est essentiel à la plupart des formes de vie. De la photosynthèse des plantes à la respiration d'organismes plus complexes, le nitrate a engendré des réactions chimiques fondamentales chez les organismes vivants depuis des millions d'années. L'observation de la Terre grâce aux satellites a révélé l'existence d'un mécanisme complexe qui façonne chaque instant de la journée et régit le moindre battement de cœur. Mais pour que notre vision d'ensemble soit complète, il nous faut considérer un dernier aspect. L'influence profonde et indéniable exercée par une seule espèce animale, l'homme. L'observation de la Terre depuis l'espace nous a révélé l'existence d'un système d'une complexité insoupçonnée, où processus lents et ultra rapides sont intimement reliés. Les cycles se reproduisent à l'infini. Ce qui meurt se décompose, se régénère, puis renaît.
Qu'il s'agisse de la puissance inaltérable de l'eau, du rayonnement solaire, ou des forces électromagnétiques qui s'exercent tout autour de nous, chaque interaction de ces éléments se traduit par un délicat équilibre. L'espèce humaine est le dernier phénomène naturel, une conséquence directe d'un système qui a créé et entretenu la vie depuis 3,5 milliards d'années. Nous avons développé une intelligence. Ce simple fait nous a permis d'interférer dans les processus ancestraux de la Terre. Nous avons transformé notre planète en exploitant le système complexe qui nous a créés. Notre capacité à contrôler notre environnement a provoqué une croissance rapide de notre population et s'est traduit par notre prédominance en tant qu'espèce. Aujourd'hui, notre influence est visible sur 80% du globe. Nous avons même étendu notre territoire à l'espace. Nous commençons seulement à déchiffrer le fonctionnement du monde et la place que nous y occupons. C'est un moment crucial dans l'histoire. Il suffit de contempler notre planète à travers l'œil des satellites pour comprendre que nous sommes devenus une force qui l'influence. Nous fabriquons déjà plus de nitrates que les éclairs. Nous propageons davantage de soufre dans l'air que tous les volcans réunis. Et nous émettons plus de CO2 que la forêt amazonienne ne peut en absorber. Nos villes génèrent des particules, provoquent des orages électriques et ont une incidence sur le niveau de précipitation. Nous avons un impact sur un grand nombre de cycles naturels. Vu de l'espace, l'influence de l'espèce humaine peut être perçue comme un processus naturel. Les gaz émis par les navires et les avions, les voitures et les centrales nucléaires sont le produit d'une espèce que la Terre a elle-même engendrée. Mais il y a une nuance capitale. À la différence des volcans, des courants océaniques ou de l'oxygène relâché par les forêts et le plancton, nous avons le choix de nos actes. Aujourd'hui, les satellites nous permettent de prendre la mesure de notre impact sur le monde. À nous de faire désormais des choix avisés dans l'emploi et le respect de ces ressources. Les yeux que nous avons placés dans l'espace nous indiquent comment préserver l'équilibre naturel du monde. Il ne tient qu'à nous d'en tenir compte.